Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du podcast Insider Talks. Ce podcast vous est proposé par T-Valley Partners. Nous sommes une société de conseil financier spécialisée dans la transition énergétique et nous proposons à nos clients des services d'accompagnement en matière de fusion-acquisition, de financement et de stratégie d'entreprise. L'objectif de ce podcast est d'inviter des professionnels inspirants du secteur des énergies renouvelables et de la transition énergétique, des professionnels qui couvriront toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Wolf. Bonjour Malena. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous êtes vice-président de France Énergie Éolienne, vice-président exécutif et directeur général de Boralex Europe. Vous avez passé plus de 12 ans chez Vestas. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement Boralex, présenter votre parcours ? Bien sûr. Donc j'ai rejoint la transition énergétique il y a maintenant plus de 17 ans. Et effectivement, c'est Vestas qui m'a permis de découvrir cette industrie. J'ai travaillé au sein de Vestas pendant 12 ans, dans différents postes, en m'occupant de la France, ensuite de l'Europe de l'Ouest. Et puis, j'ai ensuite décidé de rejoindre Boralex, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, cherchant une aventure un peu plus entrepreneuriale. Et c'est ce qui m'a intéressé au sein de Boralex. Boralex, c'est un opérateur pure player dans les énergies renouvelables, qui est présent sur 2 continents, Amérique du Nord et Europe. Et moi, j'ai la chance de m'occuper de l'Europe en tant que directeur général. Nous avons donc les différents types d'énergies renouvelables, hydro, solaire, éolien, à peu près 3 gigawatts en activité aujourd'hui à travers le monde. Et la France, enfin l'Europe aujourd'hui pèse un peu plus de 1,25 gigawatts d'actifs tournants. On a également plus de 6 gigawatts d'actifs en développement. Et c'est une société qui est cotée à la bourse de Toronto et qui pèse à peu près 3 milliards d'euros de capitalisation. D'accord. Et vous êtes également vice-président de France Énergie Éolienne ? C'est ça, donc mes activités syndicats professionnels. Donc aujourd'hui France Renouvelable, puisque nous avons en septembre dernier décidé de changer la dénomination de cette association professionnelle. Donc une association qui a pour but en fait de défendre les intérêts de la filière. D'accord. Donc en votre qualité, en même temps de vice-président exécutif de Boralex et de vice-président de France Renouvelable, vous avez eu l'occasion de vous exprimer plusieurs fois dans les médias, notamment sur des sujets liés à la souveraineté énergétique. Donc on aimerait vous demander en quoi les énergies renouvelables sont une réponse, une solution à apporter pour assurer l'autonomie stratégique de la France. Eh bien, les énergies renouvelables sont aujourd'hui indispensables à la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi ? C'est avant tout remplacer les émissions d'énergie fossile et donc de viser une électrification massive des usages pour arriver à décarboner notre industrie. Et dans ce cadre-là, les énergies renouvelables sont absolument indispensables pour justement accélérer cette électrification des usages aux côtés du nucléaire. Le nucléaire a ce défaut de n'être disponible finalement qu'en 2035 et plus tard. Donc sur les 10 prochaines années, il est indispensable d'accélérer. Accélérer, ça veut dire aussi être capable de développer des outils de production décarbonés qui seront sur nos territoires. Et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, la dépendance par rapport à un autre État qui peut tout d'un coup changer d'avis peut être extrêmement dangereuse. Donc le fait d'accélérer les énergies renouvelables, c'est aussi un enjeu de souveraineté énergétique parce que ça va nous permettre de créer des outils de production qui seront à notre disposition et sur notre territoire, donc indépendants finalement de facteurs externes. Et puis j'ajouterai une dernière chose, c'est que aujourd'hui, les énergies renouvelables sont compétitives, donc c'est également pour notre pays un facteur de compétitivité et j'en veux pour preuve en fait les nombreux PPA, donc les contrats d'approvisionnement que nous avons pu signer avec des entreprises industrielles. On parle souvent donc de ce que vous dites, on parle souvent des énergies renouvelables comme une solution, mais on évoque également souvent la dépendance qu'entraîne l'importation de certaines composantes pour ces énergies. On pense notamment aux métaux rares ou aux modules solaires pour lesquels la Chine est de loin le principal pays exportateur aujourd'hui. Est-ce que finalement ce ne serait pas une fausse bonne idée ou plutôt de façon plus concrète, quelles sont les initiatives ou les solutions que vous avez observées et que vous voyez pour pallier cet obstacle ? Alors effectivement, la transition énergétique va induire des changements en fait d'usage et notamment une consommation plus importante de certains métaux. Je pense notamment aux métaux comme le lithium par exemple. Je pense aussi au cuivre qui est nécessaire pour les réseaux. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est que tous les États qui se sont lancés dans la transition énergétique ont en parallèle lancé également des initiatives qui vont nous permettre de sécuriser
ces approvisionnements. Il y a par exemple en Europe une initiative qui s'appelle le Raw Material Act. On a l'Inflation Reduction Act aux US qui suit aussi cette même veine. Et puis, je voudrais aussi mentionner une initiative qui me semble intéressante. Très récemment, Demeter a lancé un fonds d'investissement qui a levé plus de 500 millions et qui a justement pour but de développer en fait en amont des sources d'approvisionnement sécurisées pour tous ces métaux. Donc il y a effectivement un enjeu, tout ça se prépare, mais je ne vois pas en fait d'éléments qui pourraient être des freins à la transition si ces investissements sont réalisés. Et un dernier point important, sur le projet France 2030, on prévoit plus de 1 milliard d'investissements pour justement aller sécuriser l'approvisionnement de ces métaux. D'accord. Et donc, qui dit enjeu de souveraineté, dit évidemment enjeu pour les pouvoirs publics et rôle de l'État. Est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de l'État aujourd'hui dans ces énergies ? Quel est-il aujourd'hui et quel rôle l'État a-t-il vocation à jouer demain ? Est-ce que l'État apporte suffisamment de soutien au développement des énergies renouvelables aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? D'accord. Alors l'État aujourd'hui définit des cibles qui sont inscrites dans la loi énergie-climat, qui est en cours d'élaboration aujourd'hui. C'était anciennement la PPE, la programmation pluriannuelle d'énergie, qui nous sert de guide en fait pour les cibles à horizon 2035-2050. Tout ça dans le cadre de la stratégie bas carbone de la France. Donc, comme je le disais, l'idée c'est donc de décarboner le plus vite possible notre économie à travers la montée en puissance, le déploiement massif des énergies renouvelables. Et dans le cadre de ces différents travaux, de cette loi en particulier, on s'est fixé, l'État nous a fixé plutôt des cibles à atteindre horizon 2030. Donc ça, c'est définir l'objectif global. Et puis ensuite vient la période de l'exécution. Parce que fixer un objectif à long terme, c'est essentiel. Mais il est aussi crucial de pouvoir en fait dérouler le projet et de travailler en particulier sur l'exécution. Alors l'exécution, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire être capable de découper le projet année après année et de s'assurer qu'effectivement on met en place des mécaniques qui créent des projets, et en tout cas suffisamment de projets pour atteindre les objectifs. À titre d'exemple, on a à peu près aujourd'hui 20 gigawatts d'éolien, on doit monter à une cinquantaine de gigawatts, donc ça signifie que sur les prochaines années, il faut être capable de générer suffisamment d'autorisations, donc suffisamment de projets pour pouvoir déployer les ENR. C'est la même chose sur le solaire, où l'ambition est encore plus grande, puisqu'aujourd'hui on est autour de 20 gigawatts également, et on veut monter à 100 gigawatts. Là aussi, vous le voyez, c'est finalement une accélération très importante qui nécessite de mettre en place une dynamique de création de projets. Et ce qu'on note aujourd'hui, et je pense que c'est spécifiquement le point qu'on doit travailler, c'est ce qu'on appelle parfois en anglais le permitting, ou l'obtention des autorisations. C'est là où le bas blesse. En France en particulier, on a des délais d'autorisation qui sont très longs. Développer un projet éolien en France, on parle de 8 à 10 années de travail. Développer un projet solaire, on tourne autour de 6 à 8 années. C'est très long et c'est en tout cas beaucoup plus long que dans d'autres pays où ces temps de développement sont plus courts. Donc il faut qu'on trouve le moyen, en collaborant avec l'État et ses administrations déconcentrées, d'accélérer en fait cette mécanique pour qu'on puisse avoir le volume requis et année après année construire en fait ce déploiement. Le risque étant, si on n'arrive pas à cette dynamique, c'est d'arriver un an avant l'échéance fatidique, se rendre compte qu'on n'est pas au rendez-vous et finalement découvrir qu'on ne peut plus rien faire. Donc c'est très important, je pense, de planifier et de s'organiser pour pouvoir exécuter. Et donc au niveau de l'État, c'est un problème de management, de gestion des fonctionnaires, d'organisation des processus ? Je pense que c'est un problème de volume et de timing. Donc pour obtenir le volume requis, il faut sans doute plus de ressources et il faut également réduire les temps d'instruction des dossiers qui sont aujourd'hui sans doute trop longs. Donc trouver des mécaniques, peut-être en utilisant la digitalisation, pour justement accélérer ces instructions de dossiers et aller le plus vite possible. Évidemment, on a bien conscience que réussir un projet, c'est le développer en partenariat avec les territoires, et au sein de Boralex, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 20 ans. C'est obtenir en fait les différentes autorisations. Il faut une trentaine en fait de paramètres pour pouvoir obtenir ces autorisations. Mais ce qu'on pense, c'est qu'on a aujourd'hui des outils, peut-être un peu plus modernes, qui nous permettraient d'accélérer en fait, donc accélération et augmentation des volumes.
Donc là, on parle augmentation des volumes. Évidemment, vous et moi, on est d'accord, mais beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec nous. Il y a vraiment un sujet d'acceptabilité de ces énergies. Comment est-ce que vous voyez de votre côté la tendance de l'opinion publique à ce sujet et comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ces projets plus acceptables ? Alors, ce qu'on voit sur notre marché, c'est que nous n'avons pas de sujet sur les territoires. Et tous les projets qu'on développe, on les développe avec la coopération des territoires qui sont partie prenante et qui sont extrêmement favorables. Donc le problème se situe plutôt au niveau de Paris. Maintenant, pour l'acceptabilité, on a différentes stratégies qui nous permettent en fait d'impliquer le territoire. Alors c'est évidemment une stratégie de coopération sur le développement des projets, c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps. On a aussi lancé des stratégies participatives où on permet aux concitoyens d'investir dans leur parc et de finalement considérer que le parc qui arrive sur leur territoire est aussi le leur. Donc ça, c'est des choses qui changent beaucoup la donne. Et puis, on réalise aussi au sein de notre association professionnelle France Renouvelable des sondages tous les ans. Et ces sondages démontrent que plus de 65% des Français sont favorables au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc on voit bien aujourd'hui que depuis quelques années, on a un changement profond dans cette appréhension en fait du déploiement d'énergie renouvelable. Et je pense que les gens sont très conscients des risques qui sont liés à l'inaction. On a eu en 23 une année particulièrement chaude. Je pense que c'est la plus chaude jamais enregistrée. On a eu des événements climatiques très graves qui ont impacté en fait nos concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un consensus aujourd'hui vers ce déploiement important qui est une réponse directe en fait à l'élimination des fossiles pour décarboner notre industrie. Qui se heurte simplement parfois au phénomène de not in my backyard. Oui, c'est vrai. Et puis également, sans doute des problèmes d'éducation. Quand on travaille avec les maires, on sent les maires finalement assez peu outillés pour pouvoir expliquer les projets. Et c'est finalement un des dangers en fait qu'on a aujourd'hui, puisque on a eu en 2023 une loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été votée en avril 2023, qui donne encore plus de pouvoir aux collectivités et qui permet aux maires de définir ces zones en fait de déploiement. Mais ce qu'on voit en fait pratiquement, c'est que ces maires sont assez peu outillés pour expliquer à finalement à leurs électeurs, aux personnes qui habitent à proximité des projets, comment va fonctionner le parc, qu'est-ce qui va amener, pourquoi ce parc est si important dans le cadre de la transition. Et c'est justement, je pense, que ce qu'on doit aussi développer aux côtés des mécaniques d'approbation de projets, être capable de mieux éduquer, de mieux outiller les collectivités pour ce grand projet de la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose que vous faites avec France Oui, bien sûr, c'est un point qui est très important pour nous parce que je pense que le succès de la transition énergétique est lié en partie à cette capacité à bien expliquer le projet, à expliquer pourquoi les énergies renouvelables sont si importantes dans le cadre de la transition. Au sujet du marché des énergies renouvelables, cette fois, c'est un marché qui a montré dans un premier temps une résilience formidable face à la hausse des taux. Est-ce que vous considérez que la tendance va se poursuivre ? Est-ce que cette résistance va se poursuivre dans un contexte de taux toujours haussiers, toujours élevés ? Alors, on parle de résilience, mais notons tout de même qu'en 2023, on a été très impacté par les taux de financement, donc l'argent qu'on emprunte pour réaliser nos projets. Et évidemment, tout ça a ralenti en fait notre industrie, notamment sur des projets qui étaient un petit peu limites en termes de rentabilité. C'est des projets qu'on ne peut plus faire aujourd'hui avec cette hausse des taux. Donc ça a quand même ralenti notre industrie. Depuis la hausse des tarifs. Ah, absolument. Donc on a essayé de rectifier, mais vous savez, on a des effets en fait qui sont assez longs et on ne peut pas immédiatement en fait répercuter cette hausse de taux. On a essayé de le faire sur les différents appels d'offres et on a vu des prix qui ont un peu augmenté justement pour répondre à deux choses. D'une part, les taux de financement qui ont beaucoup augmenté, mais également le coût des machines qu'on utilise ou les coûts des panneaux solaires. Le coût des machines aujourd'hui a beaucoup augmenté en 2023. C'est une hausse qui est de l'ordre de 40% sur l'année, donc c'est vraiment très très significatif. Et sur les panneaux solaires, c'est une hausse qui a eu lieu essentiellement sur 2022 et qui s'est plutôt stabilisée en 2023. Maintenant, notre souhait, ça serait que ces taux évidemment redescendent. Alors, je ne sais pas en toute honnêteté si les taux redescendront au niveau qu'on connaissait il y a 2 ans, mais il est indispensable d'avoir en fait des modèles économiques qui soient sains pour que nous puissions investir. Nous, Boralex, par exemple, depuis que nous sommes arrivés en France, il y a une vingtaine d'années, on a investi 1,5 milliard, donc c'est des sommes qui sont relativement importantes. Mais il faut que les modèles que nous utilisons fonctionnent pour pouvoir justement accélérer.
Nous parlions tout à l'heure du rôle de l'État. Aujourd'hui, au-delà du permitting que l'on a évoqué, il y a également la question de ces tarifs, donc des appels d'offres de la CRE, l'attribution de CFD. Est-ce que dans le futur, vous pensez que le marché des CPPA va prendre le dessus ? Est-ce que cela va reconfigurer le rôle de l'État vis-à-vis des énergies renouvelables ? Alors, on a déjà un marché qui utilise 2 plateformes, et en tout cas c'est le cas pour Boralex, puisqu'on a lancé il y a plus de 3 ans la signature de contrats d'approvisionnement avec des clients industriels. Ça nous offre en fait la possibilité d'avoir finalement 2 plateformes différentes qui sont à mon sens complémentaires. Donc on continue de proposer certains projets dans les appels d'offres qui sont organisés par l'État, donc les fameux appels d'offres creux. Et puis en parallèle, on a aussi des démarches auprès d'industriels à qui on propose des parcs. Ce que je trouve intéressant, c'est que surtout depuis la crise en Ukraine, les industriels ont compris que signer un PPA, signer un contrat d'approvisionnement en solaire ou en éolien, leur permettait d'avoir une source d'énergie très compétitive. Et en tout cas, beaucoup plus compétitive que ce qui était sur le marché, ce qui était trouvé sur le marché. Et on a vu vraiment une accélération de ces PPA. Donc on a eu la chance de signer avec des opérateurs comme Orange, comme Auchan. Récemment, on a signé avec Métro. Donc on a réalisé par exemple pour Métro un projet solaire qui leur est dédié. Donc, c'est ce qu'on appelle un projet en additionnalité, donc qu'on a créé de toutes pièces sur la base de cet accord avec Métro. Et le projet fournit plus de 20% de l'énergie de Métro à l'échelle nationale. Donc vous voyez, c'est quand même très très significatif. Et est-ce que vous pensez qu'on est en retard en France sur ce sujet ? Bien sûr, nous sommes en retard. Vous l'avez vu, on est un des rares pays européens à avoir manqué en fait la cible. Donc il faut effectivement qu'on accélère, et pour accélérer, je pense qu'il faut 2 choses. Il faut une vision très claire de l'objectif qu'on doit atteindre en 2030 et puis ensuite 2035, et ensuite, comme je l'exprimais, être capable de mettre en place des mécaniques administratives qui permettent de générer suffisamment de volume année après année pour arriver à cette cible. Donc une vision et l'exécution qui est extrêmement importante. Et j'ajouterai une dernière chose, on a parfois l'impression, quand on regarde ce sujet, qu'on a le temps de s'organiser. En réalité, nous n'avons plus le temps et il est urgent d'agir, et il est urgent d'agir dès aujourd'hui. Donc même si le nucléaire sera probablement dans le paysage français, puisque c'est l'historique de notre pays, encore une fois, jusqu'à 2035, on n'aura pas de capacité additionnelle. Donc il est très important d'aller le plus vite possible sur l'installation de nouvelles capacités renouvelables décarbonées qui vont nous permettre d'accélérer la sortie des fossiles. Nous rappelons à nos auditeurs que le premier épisode de ce podcast s'est fait en compagnie de Pascal Courcel, avec qui on a justement parlé du nouveau fonds de garantie de la BPI pour les CPPA. Absolument. Donc peut-être pour finir, quelque chose que l'on aime faire à la fin de ces émissions, est-ce que vous aurez des recommandations de personnes que l'on devrait inviter pour de futures éditions de ce podcast ? Des recommandations de personnes oui, alors je pense par exemple à Pierre-Emmanuel Martin, qui est le président de Terrelac et qui porte aussi le projet Carbone, qui vise à construire une gigafactory de panneaux solaires dans le sud de la France, à Fos. Et je pense que Pierre-Emmanuel est un des acteurs historiques, qui est, à mon sens, quelqu'un d'inspirant, parce qu'il a ce courage d'aller porter un projet industriel. Et finalement, le projet de transition énergétique, comme je l'indiquais, c'est un projet de souveraineté énergétique, mais c'est aussi un projet industriel. Et si on est capable, à travers la transition, de rapatrier, de réindustrialiser la France à travers ces gigafactories, eh bien, la France s'en trouvera renforcée. Donc je trouve l'initiative extrêmement intéressante et je vous invite à le contacter. Merci pour cette suggestion. Merci beaucoup Nicolas Wolf et merci à nos auditeurs. Merci Malena. Merci beaucoup.